Bonjour à tous et bonne année. Je vous souhaite une année lumière sans tirer entre les deux mots, ça fera moins loin. Euh, je vais vous parler donc d'un sujet qui m'intéresse depuis le Covid, puisque le Covid a fait voir que la place de la science dans le débat public n'était pas celle, en tout cas que moi j'envisageais auparavant, que la vulgarisation scientifique, qui en apparence est un succès, puisque quand on donne des conférences, des gens y viennent, quand on écrit des livres, certains les lisent et posent des questions qui montrent qu'ils ont compris le message. Quand on rencontre des étudiants, on se rend compte que, je parle d'étudiants qui ont choisi de faire des sciences, qu'ils ont décidé de faire des sciences parce qu'adolescents, ils ont lu un livre d'Hubert Reeves qui les a mis sur la voie, et donc on se dit tout va bien. Et puis le Covid a montré, enfin en tout cas moi m'a montré, que tout ça est une illusion et que, pour le dire en une phrase, la vulgarisation scientifique ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui elle marche, c'est-à-dire pas grand monde. Et donc ça amène à se poser la question du lien entre la science et la République et la place du débat dans les questions qui ont une composante scientifique importante. Alors moi, je n'ai pas d'expertise dans ce domaine, et je vais vous parler en tant que professeur à l'école centrale. J'ai fait le calcul et ça m'a horrifié. J'enseigne depuis 40 ans, c'est horrible. Bon bref, mais j'enseigne à la promo, qui contenait autrefois 300 élèves et qui en contient maintenant 800. Pendant 20 ans, j'ai enseigné la physique, et depuis 20 ans, j'enseigne plutôt la philosophie de la physique. On évalue les élèves en leur donnant une dissertation à écrire, qu'on corrige. Et les sujets sont des sujets qui sont à l'interface entre sciences, politique, etc. Le rôle de l'ingénieur. Et donc, ce que je vais essayer de vous dire, c'est l'évolution de ce que je perçois, de la façon dont les jeunes ingénieurs se pensent dans la société, notamment à propos du rôle de la technique et à propos du statut qu'ils accordent au futur. Mais avant, je voudrais faire une remarque sur le mot transition, qui est votre mantra, si j'ai bien compris. Moi, c'est un mot qui me pose problème par le fait qu'il est très ambigu. Alors pourquoi? Parce que, vous le savez, les Grecs avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre l'idée d'identité et l'idée de changement, pour des raisons logiques bêtes. C'est-à-dire que si une chose reste identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé, et si elle a changé, c'est qu'elle n'est pas identique à elle-même. Ça a clivé la philosophie avec, d'un côté, Parménide, la philosophie de l'être, qui n'est pas soumise au devenir, et de l'autre côté, Héraclite, philosophie du devenir, tout change tout le temps, etc. Tout change tout le temps, sauf le fait que tout change tout le temps. Donc, et comment est-ce qu'on a résolu cette contradiction? Par une astuce langagière qu'on retrouve dans toutes les langues indo-européennes, notamment le français, qui est qu'en français, par exemple, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Quand vous dites que X a changé, à la fin, vous avez toujours affaire à X. Donc le sujet du verbe changer, c'est ce qui n'a pas changé quand vous dites qu'il a changé. Si je dis que Jean-Luc Sida a changé, je fais référence à sa tenue vestimentaire, à sa longueur de cheveux, peut-être aussi au nombre de ses cheveux. Bon, je ne veux pas être désagréable. Mais c'est toujours Jean-Luc Sida. Autrement dit, il n'a pas changé en tant que lui-même. Ce qui a changé, c'est quelque chose de lui-même, mais pas lui-même. Et donc, quand vous parlez de transition, vous voulez dire qu'il faut changer les choses. Mais si vous ne dites pas ce que vous voulez conserver dans cette opération, ni si vous ne précisez pas ce que vous devez changer pour ce que vous ne voulez pas voir changer ne change pas, en fait, vous n'avez rien dit. Voilà. Et c'est ce qui fait que ce terme peut recouvrir toutes sortes d'initiatives dès lors que l'objectif visé n'est pas clairement défini. Qu'est-ce qui ne doit pas transiter dans la transition? C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'on veut conserver? Et qu'est-ce qu'on doit changer pour conserver ce qu'on veut conserver? Est-ce que c'est nos modes de vie? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, le taux de CO2 dans l'atmosphère? Enfin, si on ne dit pas ce qu'on veut conserver, à mon avis, on ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Alors je sais bien que c'est voulu, puisqu'il s'agit d'étudier la chose. Il ne s'agit pas de dire à l'avance qu'on veut
conserver. Mais à un moment, il faudra être clair là-dessus. Sinon, et je vois bien que chez les jeunes ingénieurs que je fréquente, c'est un mantra et ça laisse la place à des opinions qui en réalité sont complètement orthogonales, mais qui peuvent se mettre sous l'égide du même terme parce qu'il est ambigu. Bon. Alors, il y a une première différence entre les scientifiques de ma génération et ceux que je fréquente, qui ont donc entre 20 et 23 ans, 24 ans, c'est la façon dont on parle du futur. Puisque dans ma génération, quand on était adolescent, donc dans les années 70 en l'occurrence, le futur était configuré, notamment l'an 2000. Tous les magazines pour adolescents parlaient, représentaient, même sous la forme de dessins souvent, de bande dessinée, l'an 2000. Il était donc mis sous nos yeux, on nous expliquait comment on allait voyager, communiquer, travailler, se distraire, se nourrir, etc. Et chacun d'entre nous pouvait tracer un chemin individuel entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était montré à l'avance. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme vous le savez, le futur est laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique. Personne ne parle de 2050, en tout cas ne le représente. Pareil pour 2100. Et on n'arrive pas, depuis qu'on a passé l'an 2000, à fabriquer un horizon projectif qui ait la même force que celui qu'a pu avoir l'an 2000 pour ma génération. Et ça se voit très très clairement, et vous le savez vous aussi, dans la psyché des étudiants, qui sont, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais éco-anxieux, pour reprendre l'expression consacrée. C'est-à-dire que le fait que le futur ne soit pas colonisé par des récits fait qu'il est investi, le futur c'est comme la nature pour Aristote, c'est-à-dire qu'il a horreur du vide. Et donc si on n'en parle pas, il est colonisé par la catastrophe, par tout ce que vous connaissez. Et ça c'est peut-être lié aussi au fait que, bon, il y a des aspects numérologiques presque. Hein. L'an 2000 c'était un changement de siècle, même de millénaire. Et donc on l'a attendu comme s'il allait couper l'histoire en deux. En fait, c'est complètement arbitraire, mais il y a aussi que, à partir de l'an 2000, quand on regarde ce que disent les scientifiques, et là je ne parle pas des scientifiques qui parlent des trous noirs, de cosmologie, ou physique des particules, qui eux continuent à nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui travaillent sur le climat, la biodiversité, la pollution. Quand ils parlent du futur, c'est crédible, mais c'est pas attractif. Or, l'idée de progrès supposait, qui était encore très vivace pendant les 30 Glorieuses, disons, l'idée de progrès était un mot très, très courant. L'idée de progrès suppose qu'on fasse l'effort intellectuel de produire à propos du futur un discours qui soit à la fois crédible et attractif. Crédible et attractif. Crédible, pourquoi? Parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser un monde complètement différent sans indiquer par quel chemin on peut l'atteindre. Il ne s'agit pas de penser simplement un autre monde. Il s'agit de penser un monde différent du nôtre et d'indiquer comment on peut l'atteindre. Et c'est évidemment la science qui a donné à ce type de discours une certaine crédibilité. Et ça doit être aussi attractif parce que le progrès n'est pas automatique. Il faut travailler pour le faire advenir. Et pour qu'on accepte de travailler, il faut qu'il soit attractif. Bon. Il y a un petit texte d'Emmanuel Kant que je trouve incroyable. Un des premiers textes de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», dans lequel Kant dit, mais finalement, le mot progrès a changé de sens grâce à la philosophie des Lumières. Avant, le verbe progresser, c'était un mot spatial. Quand on disait une armée progresse, on voulait dire qu'elle progresse dans l'espace. On ne disait pas qu'elle était en train d'améliorer la qualité de son matériel. Donc c'était une notion purement spatiale. Et le truc des Lumières, c'est de dire, mais ce qui vaut pour l'espace doit pouvoir valoir pour le temps. Une sorte de préfiguration de la relativité restreinte. Et donc, si on peut progresser dans l'espace, on peut aussi s'améliorer dans le temps. C'est ça l'idée des Lumières. Et Kant essaie de l'expliciter d'une façon plus précise. Et il a cette phrase dans ce petit livre qui est « Le progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. »
c'est une phrase incroyable parce que alors il explique, il dit qu'elle est consolante parce qu'elle console les malheurs du présent et elle laisse espérer que nos enfants, nos descendants vivront mieux que nous. Bon. Mais, ajoute-t-il, elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir se sacrifier. Alors en termes modernes, ça veut dire travailler. Voilà. Il va falloir travailler, parce que le progrès n'est pas automatique, il faut travailler à le faire advenir. Et pour le dire en une phrase, croire au progrès, finalement, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif qui a été configuré à l'avance. Autrement dit, ça suppose une philosophie de l'histoire. Voilà. Or, on n'en a plus. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque les philosophies de l'histoire du passé étaient plutôt des idéologies. D'autre part, ça suppose qu'on puisse distinguer le bien du mal. Parce que finalement, croire au progrès, c'est penser qu'on peut relativiser le négatif. Ce qui est négatif dans une structure, une entreprise, une personne, une nation, un objet technique, n'est pas condamné à être négatif. On peut le sortir de sa négativité. Et donc croire au progrès, c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur. C'est ce sur quoi on va pouvoir travailler pour l'améliorer. Et ça suppose de savoir distinguer le bien du mal. Et les philosophes des Lumières, qui sont pour l'essentiel des Français, comme vous savez, Diderot, Voltaire, Condorcet, d'Alembert, Diderot, sont des gens qui à tout moment distinguent le bien du mal. Mais la suite de l'histoire a montré qu'il y a là une certaine naïveté, puisque à chaque fois que, enfin en tout cas au XXe siècle, on a bien vu que c'est souvent au nom d'une idée trop précise du bien qu'on a fait le mal. Quand vous savez ce qu'est le bien, ça vous autorise à faire le mal. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, pour la première fois de ma vie, Mein Kampf de Hitler. C'est horrible à dire, mais c'est un texte, d'abord dans lequel Hitler annonce tout ce qu'il va faire, ce que je ne savais pas. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de détour, c'est clair et net. Il annonce. Mais surtout, ce qu'il défend, le nazisme, est présenté comme une philosophie du bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne société ? Ben, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de débiles mentaux, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'homosexuels. Comment est-ce qu'on l'a fait advenir ? Comment est-ce qu'on vise ce bien-là ? Ben, en zigouillant les juifs, les homosexuels et les débiles mentaux. C'est simple. On pourrait dire la même chose de Staline avec l'homme nouveau, etc. Autrement dit, le fait qu'une idée trop précise du bien conduise à s'autoriser à faire le mal, c'est une chose que n'avaient pas prévu les philosophes des Lumières. Donc il y a de la naïveté dans leur discours. Et si vous voulez des exemples plus récents, lisez les communiqués de Daesh après les attentats de Paris. Ils ne disent pas on a voulu faire le mal. Hein. Non, on a fait le bien. On a zigouillé les gens, mais on a fait le bien. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous voyez que l'idée de progrès a été rendue ou perçue comme naïve dans la suite de l'histoire. Et peut-être qu'au lieu d'abandonner le mot progrès comme on l'a fait, j'y reviendrai tout à l'heure, on ferait mieux de soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser en tenant compte de ce qu'on a appris depuis la philosophie des Lumières. Et là, il y a un petit événement historique qui s'est passé dans les années 90, enfin, qui à mon avis est historique, mais c'est une anecdote, mais elle indique de façon marrante ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est que le passage de l'an 2000 a complètement renversé le rapport que nous avons avec le futur. Et l'anecdote qui me semble illustrer ça de façon rigolote, c'est ce qu'on appelle le retournement des poussettes de bébé. Oui, ne me regardez pas comme ça. Ceux qui ont mon âge se souviennent qu'ils étaient poussés dans le sens inverse de la marche. Les poussettes de bébé étaient orientées de telle façon que l'enfant voyait le visage de la personne qui le poussait, sa mère, son père, sa nourrice,
pouvait échanger avec elle des sourires, des grimaces, des onomatopées, des sourires, etc. Bref, l'enfant était connecté à son origine, à son passé, d'une façon confiante. Il était rassuré, il était connecté à son origine. Et une fois qu'il était devenu un peu plus grand, il était retourné et pouvait rencontrer des visages anonymes. Mais dans les années 90, alors c'est une longue histoire qui a été étudiée en détail par mon ami Olivier Ray, mathématicien, dans un livre qui s'appelle Une folle solitude et que je vous recommande. Il montre que la conjonction de ce qu'il appelle la papaïsation des pères, c'est-à-dire l'octroi de congés de paternité aux pères, en même temps que l'invention de la mode du jogging. Alors, les premiers congés de paternité ont été accordés en Suède en 1988. Donc les pères, ils sont en congé, quoi. Mais ils doivent s'occuper de leur bébé. Mais en même temps, il faut qu'ils s'entraînent pour la course du dimanche. Donc ils s'entraînent en poussant les poussettes. Et ça a fait qu'on a retourné les poussettes vers l'avant avec 3 roues, etc. Bon, bref. Il y en a qui ont loué ça en disant que ça libère l'enfant de la tutelle familiale, de l'oppression du passé, etc. Mais en réalité, l'enfant ne voit plus que des visages anonymes. L'inconnu fait peur, donc il flippe. D'accord ? Bon, juste pour dire que le rapport au futur est devenu anxiogène à partir de cette période, et on peut l'illustrer par l'exemple des poussettes qu'on a retournées. Bon. Je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus, mais quand même, il y a une chose qui, elle, peut se mesurer objectivement. On l'a fait à l'Académie des technologies avec un logiciel. Je l'ai fait avec quelqu'un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue. Quand on est élu à l'Académie des technologies, on a un travail de bizutage. On doit faire une étude. Et en l'occurrence, il s'agissait d'utiliser un logiciel pour compter l'occurrence de certains mots dans les discours publics. Et la base de données, c'était donc des discours institutionnels, d'organismes, pas du tout ce qu'on trouve sur Internet, pas du tout les réseaux sociaux, mais vraiment les textes officiels. Et les 2 mots qu'on a eu à étudier, pour ce qui est de leur fréquence d'usage, sont les mots innovation et progrès. Bon. Et ce qu'on a vu, évidemment, on l'a publié. Hein, on l'a vu, ce qu'on a vu, c'est des choses que nos oreilles savaient déjà, qui est que le mot progrès a complètement disparu des discours publics. Pour le dire en une phrase, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le mot progrès est écrit avec une majuscule. Il est rarement décliné avec un adjectif associé. C'est le progrès. Puis peu à peu, on lui associe des adjectifs. Progrès technique, progrès social, progrès économique. Mais il perd sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et il commence à décliner en fréquence en 1980. Au moment où réapparaît dans la langue française un mot très ancien, mais qui avait été complètement abandonné, qui est le mot innovation. Le croisement du progrès qui descend et de l'innovation qui monte s'est fait en 2003, et le mot progrès a été complètement liquidé pendant le quinquennat 2007-2012. Vous pouvez le voir, par exemple, si vous avez le courage de lire tous les discours des candidats à l'élection présidentielle de 2007, tous utilisent le mot progrès, pas forcément dans le même sens, pas forcément à la même fréquence, mais tous le revendiquent. En 2012, 0. C'est quand même un phénomène incroyable qu'un mot qui a été structurant de l'idée même de modernité, progrès, a été liquidé en si peu de temps. Moi, j'ai fini mes études centrales en tout cas en 1981, et j'ai relu tous mes polycopiés de l'époque, dans toutes les disciplines, économie, etc. Il y a le mot progrès, il y a le mot invention, il y a le mot brevet, il y a le mot application, mais il n'y a pas le mot innovation. Le mot n'existait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus que lui. Donc, certains vous diront, c'est simplement qu'on a remplacé le mot progrès par un mot plus moderne, alors qu'en fait, il est plus ancien, qui est une sorte de synonyme. Donc, on a fait une permutation qui modernise le discours sur le progrès. Or, ça, c'est faux, et complètement faux. Avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, on a regardé l'histoire du mot progrès, l'histoire du mot innovation, et ce qu'on a démontré,
preuve à l'appui, je pense, c'est que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et si je vous dis ça, c'est que ça a un effet sur la psyché des ingénieurs, des jeunes. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, je vous donne juste quelques indices. Le mot innovation, c'est un mot qui apparaît au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique, en latin, innovatio. C'est quoi une innovation à l'époque? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. Vous signez un contrat, il y a des choses qui changent. Vous signez, vous écrivez une innovatio pour que la validité du contrat soit conservée. Donc, vous voyez que c'est déjà signe de mauvais signe. L'innovatio, c'est ce qu'il va falloir changer pour que ça ne change pas. Okay. L'innovation, elle est liée à un principe de conservation. Après, le mot circule. On le retrouve chez Machiavel, et à ce moment-là, il n'a aucune connotation technique. Dans Le Prince de Machiavel, il est expliqué que le prince, quand il a le pouvoir, ne doit produire aucune innovation. Il doit faire comme les princes font. Une guerre de temps en temps, des cérémonies, des fêtes, des auditions, etc. C'est tout. Des enfants, c'est tout. Sauf, dit Machiavel, si son pouvoir est menacé. Là encore, principe de conservation. Il faut innover quand on a besoin d'agir pour conserver son pouvoir. Et celui qui va associer l'innovation à la technique pour la première fois, c'est un philosophe anglais, auquel Kant va dédier la critique de la raison pure, d'ailleurs, qui s'appelle Francis Bacon. Et Francis Bacon publie un livre en 1632, donc avant le siècle des Lumières, qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, que vous pouvez trouver place de la Sorbonne chez les éditions Vrin, traduit en français moderne. Et il y a un chapitre dans ce livre qui s'appelle L'innovation. Alors moi je le donne à lire à mes étudiants de Centrale, pas tous les ans, mais au moins tous les 2 ans, en moyenne. Je ne leur dis pas qui l'a écrit, ni quand il a été écrit. Et je leur demande, ils se réunissent en groupe, discutent, et je leur demande de me dire le nom de l'auteur de ce texte. Alors, il y en a qui me disent Alain Minck, il y en a qui me disent Jacques Attali, c'est le nom qui revient le plus d'ailleurs. Et depuis 2023, depuis qu'ils savent qu'il est écrivain, certains me citent Bruno Le Maire. Et en fait, qu'est-ce que dit Francis Bacon? Il dit que le temps qui passe dégrade les situations et augmente la gravité des défis que nous avons à relever. Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Le mal va l'emporter. Comment empêcher que le mal l'emporte? Par l'innovation technique. Et il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation technique est perçue par la population comme une étrangère. Et il ne faut pas innover trop lentement, sinon les dégâts produits par le temps qui passe ne sont plus réparables. Et donc il faut innover au rythme du temps, pour conserver le monde. Alors vous savez, j'ai un texte là, vous savez que l'Europe a décidé d'être l'Union de l'innovation en 2010, en remplacement du traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. On est passé de l'idée d'une société de la connaissance. C'est comme un symbole incroyable. L'Europe a vocation à produire des connaissances et reconnaît que toute connaissance a de la valeur, même si elle n'a pas d'application. Le boson de Higgs, particule qui nous fait comprendre l'origine de la masse des particules élémentaires, ça a de la valeur, même s'il n'y aura pas d'application du boson de Higgs. On ne va pas faire des médicaments avec une particule dont la durée de vie est de 10 puissance moins 23 secondes. Mais savoir que le boson de Higgs existe, ça a de la valeur. Et puis on s'est dit finalement, la connaissance est bien jolie, mais il faut faire vivre l'économie, nanana. Et l'Europe a changé son fusil d'épaule, a décidé de devenir l'union de l'innovation.
Et voilà les termes du texte de 2010 qui présente le truc. Voilà, je vous lis les premières lignes. C'est un document que vous trouvez sur Internet, il fait 50 pages. Et le mot innovation, dans ce texte de 50 pages, est cité 307 fois. On les a le logiciel. Hein. Et le mot innovation n'est nulle part défini. C'est un mot totem. Est-ce qu'une innovation suppose une invention? Pas forcément. C'est vague. Voilà ce que dit le document. La compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui, chaque jour, se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé et du vieillissement de la population, de la perte de compétitivité des entreprises. Plagiat de Francis Bacon. Plagiat de Francis Bacon. C'est-à-dire plagiat d'un texte qui a été écrit un siècle avant le siècle des Lumières. Autrement dit, ce qui justifie dans ce texte l'innovation, ce n'est pas une certaine idée qu'on a du futur, qui serait crédible et attractive, c'est l'état critique du présent. C'est l'état critique du présent. Okay. Et donc on dit aux jeunes ingénieurs, il faut innover les gars. Autrement dit, c'est un rapport négatif à l'innovation. Il ne s'agit pas de le faire dans la joie pour faire advenir un monde meilleur. Il s'agit d'empêcher l'apocalypse. Ben, ils le vivent mal. Ils aimeraient sans doute avoir un rapport plus joyeux à ce qu'on leur demande de faire. Puisqu'on leur dit, les gars, si vous ne travaillez pas, si vous n'innovez pas, on va mourir. On va disparaître. Je pense qu'ils ont besoin que la génération d'avant, la nôtre, pas la mienne en tout cas, produise un récit qui donne un sens à ce qu'ils font. Qui disent pas simplement pourquoi en un mot ils doivent faire ceci ou cela, mais pourquoi en deux mots ils doivent travailler. Autrement dit, l'idée de progrès dont j'ai dit les naïvetés qui méritent d'être retravaillées, mais il faut la retravailler, c'était une idée lamarckienne. Alors que nos discours sur l'innovation sont darwiniens. D'accord ? Ils sont darwiniens. Voilà ce que la technologie peut le faire, il faut le faire. Alors qu'avant, on savait ce vers quoi on voulait aller. Il y avait une programmation. De Gaulle, il raconte une anecdote dans ses mémoires. Il rencontre Khrouchtchev. Et De Gaulle dit, mais Khrouchtchev, là, vous êtes tout le temps en voyage, on a l'impression que vous ne travaillez jamais. Ben dit non, moi j'ai pas à travailler. On a un plan. Voilà. Et les fonctionnaires exécutent le plan. Donc moi j'ai pas à travailler. Le plan est fait. Et si on n'a pas de plan, je ne dis pas qu'il faut réinvestir. François Bayrou était. Bon, bref, il était commissaire au plan. Mais, si on ne dit pas ce qu'on veut, en tenant compte de ce qu'on sait, on crée un discours qui, par son vide, crée de l'anxiété. Et c'est d'autant plus net qu'on a compris que la science produit évidemment des connaissances scientifiques, mais produit aussi de l'incertitude. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. C'est que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Quand la science était enchâssée dans l'idée de progrès et était même considérée comme son moteur, ben les gens disaient, si la science permet de le faire, on y va, quoi. On le fait. C'était une sorte de principe. Aujourd'hui, non. On a compris que la science ne dit pas ce qu'on doit faire des possibilités qu'elle nous donne. C'est donc une affaire de valeur et non plus de principe. Or, la valeur d'une valeur dépend des évaluateurs. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord sur la valeur d'une valeur.
Moi, je suis membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Je peux vous dire que quand il y a un débat sur un truc, ça peut être les pesticides, ça peut être la 5G, ça peut être n'importe quoi d'autre, il y en a un qui vient avec des valeurs économiques, en disant bah, si on arrête telle production, ça va mettre telle catégorie au chômage. Un autre va venir présenter des valeurs de type néo-rousseauiste. Voilà, la nature est bonne, il ne faut pas l'abîmer. Un autre va venir avec des valeurs complètement écologistes, etc. Et il n'y a aucun moyen de mettre ensemble ces valeurs d'une façon qui les rende cohérentes entre elles. D'accord ? Et en fait, on ne conclut jamais. C'est pour ça que sur ces sujets, on procrastine. On ne décide pas, on attend de voir. Et ça, je pense que pour les ingénieurs, c'est une source d'angoisse. Et d'ailleurs, quand on corrige leur copie, on voit bien que, contrairement à ma génération, pour qui l'idée même d'être ingénieur était une idée assez claire, on allait travailler soit dans des entreprises, soit dans des organismes de recherche, soit dans l'administration. Mais très peu choisissaient cette dernière voie. Alors qu'aujourd'hui, être ingénieur, ça veut dire quoi? Ils ne savent plus lire. D'accord? On voit bien en corrigeant leur copie que certains sont technophobes. Ils pensent que la science est responsable du fait qu'on est obligé de corriger nos trajectoires. D'autres sont technophiles, pensent que la technologie va régler tous les problèmes qui se posent. D'autres sont très engagés dans l'écologie radicale. Enfin, pas beaucoup, mais quand même. Et ils vont faire des choix de carrière qui dépendent de leurs valeurs beaucoup plus que d'une idée préconçue de ce qu'est le métier d'ingénieur. Ça, c'est vraiment très nouveau. En fait, je pense que je serais d'accord d'avoir votre retour. Mais beaucoup se posent la question de ce que veut dire être ingénieur en 2025. À Centrale, la moitié de la promo part coder. Faire des codes. Ouais. Est-ce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui code? Moi, j'ai 2 fils ingénieurs, là, 25 et 30 ans, ils codent. Ils parlent Python à table. Et du coup, ils choisissent l'entreprise dans laquelle ils vont coder en fonction de leurs valeurs. L'un va travailler chez Decathlon, l'autre dans une association, une organisation caritative, mais ils codent. D'accord ? Mais est-ce que c'est vraiment ça le métier d'ingénieur? Coder. Il y a une énorme demande du marché. D'accord ? Donc ils sont absorbés là. C'est là qu'il y a les meilleurs salaires, etc. Mais est-ce que ça correspond à l'idée qu'enfant, peut-être, il se faisait du métier d'ingénieur? J'en suis pas sûr. Et donc là, il y a, je pense, un petit travail à faire. Il y a eu une querelle des anciens et des modernes à l'école centrale, peut-être chez vous aussi, il y a 10 ans. La question, c'était qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes gens d'aujourd'hui? Est-ce qu'on leur enseigne les théories physiques, notamment la physique quantique, puisqu'on sait que l'avenir est quand même à l'ordinateur quantique, à l'informatique quantique, à toutes sortes de choses quantiques, ou bien est-ce qu'on leur apprend à coder dans toutes sortes de langages pour qu'ils soient les bras armés de l'IA qui se développe? Alors il y avait les vieux comme moi qui disaient mais on doit leur apprendre les théories physiques. Pourquoi? Parce que les théories physiques en disent plus que les données. Quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, qu'est-ce qu'il a comme donnée? Rien. Il n'y a aucune donnée qui ressemble à cette loi. Il ne sait pas faire le vide. Les gens disent que le vide ne peut pas exister. Et quand on fait tomber des corps de masse différentes, on les voit tomber à des vitesses différentes. En plus, Galilée n'a même pas la notion de vitesse instantanée. On n'a pas inventé le calcul différentiel. Il trouve la bonne loi. Mais cette loi contredit toutes les données disponibles. Donc il a trouvé la bonne loi en faisant une expérience de pensée, en imaginant le vide comme un milieu dans lequel il n'y a pas de résistance. Et il montre que dans le vide, les corps tomberaient nécessairement à la même vitesse, ce qui correspond à une situation que personne n'a jamais vue. Il n'a pas fait l'expérience de la tour de Pise, qu'on trouve encore décrite dans certains manuels, dans les grandes écoles. On voit Galilée qui lance des trucs là. Et vous savez que c'est absurde, c'est une invention ça. Il n'a jamais fait cette expérience.
Galilée, il raconte tout. Alors, il n'a jamais parlé de la tour de Pise. D'ailleurs, imaginez qu'il ait fait cette expérience. Il fait tomber des trucs de masse différente en convoquant tous les aristotéliciens de la ville, qui eux savent que, comme Aristote l'a dit, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. 54 mètres, il laisse tomber les trucs, mais les plus lourds touchent le sol avant les plus légers. Hein. Donc l'expérience de tour de Pise montre qu'Aristote a raison. Il n'a jamais fait l'expérience. Donc comment est-ce qu'il a trouvé la loi? Il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée. Je suppose qu'Aristote a raison quand il dit que cette bouteille va tomber plus vite que ce verre. C'est l'hypothèse de départ. Maintenant, j'imagine que je relie le verre à la bouteille par une ficelle. Ça fait un système qui est plus lourd que la bouteille. J'imagine que je le laisse tomber d'une certaine hauteur. Que dit Aristote? Ben, que l'ensemble est plus lourd que la bouteille, donc va tomber plus vite que la bouteille. Oui, mais le même Aristote dit que le verre va tomber moins vite, va tendre la corde et faire parachute. Donc ça va tomber moins vite. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. C'est l'invention du en même temps macroniste. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la bouteille tombe à la même vitesse que le verre. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. D'accord? Donc la physique est née sans données. Quand Einstein écrit les équations de la relativité générale en 1915, qu'on utilise en 2025 pour faire de la cosmologie, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers? Rien. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre, on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, on ne sait pas que l'univers est en expansion, on ne sait rien. Depuis, on a découvert tout ça grâce aux équations d'Einstein. On a découvert les trous noirs, les ondes gravitationnelles, parce que les équations réclamaient qu'ils existent. Et donc on est allé les détecter parce qu'on savait comment ils devaient se comporter. Et si on avait aujourd'hui toutes les données qu'on a, recueillies par des satellites, des collisionneurs, des télescopes, est-ce qu'on pourrait, si on n'avait pas les équations d'Einstein, retrouver les équations d'Einstein à partir des données? Non. Même la loi de la chute des corps de Galilée, on ne pourrait pas l'inférer de données recueillies auprès de corps de masse différentes qu'on laisserait tomber dans l'atmosphère. D'accord? Donc une loi physique contredit les phénomènes qu'elle décrit. Ou plutôt, elle oblige à les réinterpréter pour expliquer comment une loi qui contredit ce qu'on voit explique ce qu'on voit. Bon, ben, les jeunes nous disaient, mais non, il y a un article de Chris Anderson, publié en 2008, qui montre que bientôt, on n'aura plus besoin de faire de physique théorique, parce que les données bien analysées en diront plus sur le monde que les théories physiques. Évidemment, ils ont gagné. Donc on a supprimé des heures de physique, remplacées par des heures d'algorithmique. Arrive ChatGPT, qui code mieux qu'un étudiant moyen. D'accord? Ouais. D'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour évaluer vos élèves? Comment est-ce que vous faites pour les évaluer? Nous, je vous l'ai dit, c'est une dissertation. Avant, ils avaient 15 jours pour la faire chez eux, mais on n'a pas envie de corriger des copies écrites par ChatGPT. Donc maintenant, on les enferme 3 heures, on vole des téléphones, les montres connectées, si on peut, bon, et on embauche des appariteurs, profession qui reprend du service, bon, on les surveille et on corrige des copies écrites à la main, parfois illisibles, avec d'énormes fautes, d'excellentes copies aussi. Mais pendant combien de temps on va demander aux élèves ingénieurs de produire des performances, entre guillemets, moins bonnes que les machines? Évidemment, si on donne le sujet à ChatGPT, il va faire une copie sans faute d'orthographe, plate, ennuyeuse, mais ça va, quoi. Alors que parfois, nous, on lit des copies incroyables, on ne sait pas comment les noter. Cette année, le sujet, c'était le rapport entre science et vérité. Et moi, j'ai lu une copie qui commençait par « Depuis que l'homme fait partie de l'humanité », alors ça, je ne sais pas quand c'était. Hein. Depuis que l'homme fait partie de l'humanité, il sait qu'il ne peut compter que sur la science pour connaître la vérité.
Donc vous imaginez, dans l'esprit de ce jeune homme là, Néandertal, dans la grotte, il y en a un qui écrit E égale MC2, les autres disent oh là, c'est du lourd. Là, vous mettez quelle note? On va dire, comment on note ça? Comment on note ça? Ça veut dire quoi? Donc il y a des gens qui me disent qu'on arrête l'épreuve. En un mot, hein, on arrête l'épreuve. Parce que on a un tel spectre, c'est que quand vous faites un devoir de mathématiques, ça va, il y a un spectre relativement étroit entre les meilleurs et les moins bons. Mais là, c'est un spectre qui va de moins l'infini à plus l'infini. On a des copies d'élèves dont on se demande pourquoi ils ne sont pas normal sup lettres, et d'autres dont on se demande comment ils ont eu le bac. Voilà. Et il faut noter entre 7 et 20, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est quoi l'évaluation? Est-ce qu'on doit leur demander ou les juger sur leur capacité à bien utiliser les machines? Ou est-ce qu'on doit les juger sur leur capacité à s'émanciper des machines, à penser par eux-mêmes? Donc si ce qui vous intéresse, c'est le produit final, il vaut mieux les machines. Si ce qui vous intéresse, c'est ce qu'ils ont dans la tête, il faut rester à ces exercices. Mais à ce moment-là, il faut peut-être abandonner l'idée de notation. Maintenant, je reviens à ce qu'on demande aux ingénieurs, c'est-à-dire d'innover. Bon. Et je reviens aux Lumières. Vous connaissez l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot. Je ne sais pas si vous savez, mais D'Alembert et Diderot, au départ, ils avaient comme seule volonté de traduire l'encyclopédie anglaise, la Britannica, qui avait un autre nom à l'époque, mais qui commençait de se répandre dans toute l'Europe. Ils voulaient simplement la traduire. Et ils se sont rendus compte que dans la Britannica, on ne parle jamais d'objets techniques. Et donc, on parle évidemment des connaissances scientifiques, d'histoire, de philosophie, mais pas de technique. Or, eux pensaient que la technique, les objets techniques, c'était des vecteurs de pédagogie scientifique. C'est-à-dire que si on explique aux gens comment fonctionnent les objets techniques qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne, alors ils comprendront les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles. Et donc, aux 24 tomes de l'encyclopédie classique, se sont ajoutés 10 tomes magnifiques, réalisés par des artisans, des designers, on dirait ça aujourd'hui, des artistes, qui expliquent comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque. Moi, j'ai quelques... Vous pouvez voir sur Internet des pages de ces tomes particuliers. C'est un travail incroyable. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça en quelques décennies, sans Internet. Comment l'information a pu circuler comme ça, je ne sais pas. C'est un travail incroyable. Mais ils expliquent comment fonctionnent tous les outils agricoles, comment on peut faire du verre, l'imprimerie, comment on construit un télescope. C'est incroyable, incroyable. Et leur idée, donc, c'est que la technologie est vectrice de pédagogie scientifique. Et cette idée, ce pari, il a peut-être été gagné à certaines époques. Milan Kundera, dans son livre L'immortalité, parle de Goethe, et il prétend que Goethe maîtrisait toutes les techniques de son temps. Il savait comment construire une maison, il pouvait discuter avec son chirurgien de toutes les opérations possibles, il avait construit lui-même son télescope, etc. Il avait une maîtrise complète de la technique de son temps, des techniques de son temps. Et on voit bien que c'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai aujourd'hui. Et c'est même une inversion radicale. C'est que plus un objet technique est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans savoir comment il marche. D'accord ? Vos ordinateurs, le téléphone portable, personne ne sait comment ça marche. Personne ne sait comment, par quel miracle, en appuyant sur un écran, on arrive à sélectionner des lettres, ça fait un message, on envoie, par où passe le message, ou combien de temps il arrive, personne n'en sait rien. Est-ce que ça gêne pour utiliser le téléphone? Non. En fait, c'est le paradoxe. Plus un objet est complexe, moins il a de notices. Grâce à la convivialité de ces objets. Et ça, vous le savez mieux que moi, chez les jeunes ingénieurs, c'est un truc violent. Violent.
C'est ce que Günther Anders appelle la honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est quand l'ingénieur produit des objets qui le dépassent. Et donc, si vous parlez d'innovation technique aux ingénieurs, ils vont dire, nous on le fait dans les ateliers. Leur premier réflexe, c'est on est incompétent. Voilà, on n'est pas compétent. Vous leur montrez un iPhone 16, là. Vous leur dites, ce serait bien d'innover pour qu'on ait l'iPhone 17. Qu'est-ce que tu proposes? Pas d'idée. Il y a déjà trop de choses dans le 16. D'ailleurs, si vous faisiez revenir en 2025 des philosophes des Lumières, Condorcet, Diderot, vous les mettez dans une capsule temporelle. Ils arrivent en 2025. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne façon de réinterroger l'idée de progrès. C'est de faire venir les philosophes des Lumières dans notre monde et de les amener à différents endroits. Vous n'allez pas tout leur montrer d'un coup, parce qu'ils vont péter un câble. Mais vous imaginez plusieurs étapes comme ça, et vous imaginez leur réaction. Donc vous montrez à Condorcet ça. Il va trouver ça incroyable, évidemment, et il va dire, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? J'imagine que vous le diffusez à l'ensemble de la population, parce que le progrès doit bénéficier au genre humain. Le genre humain, pas simplement à ceux qui peuvent se lâcher, le genre humain. C'est le terme qu'ils utilisent, le genre humain. Ah non, 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 notre priorité, c'est de développer l'iPhone 17. Ils ne vont pas comprendre. Ensuite, vous les amenez au CERN. Ils vont voir que le boson de Higgs change la façon de penser la masse des corps. C'est incroyable, les physiciens font des découvertes qui changent la façon de penser des concepts qu'on pensait réglés. Ils vont être émerveillés. Ensuite, vous leur dites, vous savez, au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction fondamentale qui s'appelle l'électromagnétisme, que vous ne connaissiez pas. Et grâce à elle, des ingénieurs un peu plus tard ont fabriqué des objets qu'on appelle des téléviseurs qui amènent l'image et le son dans tous les foyers. Ils vont dire, incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous diffusez en direct les cours du Collège de France? Et là, vous les amenez un samedi soir sur un canapé devant Hanouna. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre Hanouna. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Mais, et puis, vous leur expliquez qu'on est allé sur la Lune, etc. Ils vont être enthousiastes. Et puis, vous allez leur montrer qu'il y a des gens qui dorment dans la rue à Paris. Ils ne vont pas comprendre. Voilà, etc. Donc vous voyez que ce type d'expérience de pensée permet de réinterroger leur philosophie pour voir comment l'histoire a contredit certains points et est allé sur d'autres points beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Mais si on ne fait pas cet examen critique, alors on va rester rivé à ce concept d'innovation qui, à mon avis, chez les jeunes ingénieurs, produit des effets qui sont pas encourageants et qui les met en porte-à-faux avec le sentiment qu'ils ont de leurs propres compétences. Quoi. Hein. Faites un sondage, enfin, vous le savez. Hein, sur le fait que l'ingénieur ne soit plus capable de dire comment marchent les objets techniques, dans beaucoup de cas, ça crée chez eux une forme d'humilité qui fait qu'ils sont absents du débat public. Hein. Au labo, on a collectionné, par exemple, pendant le débat sur la 5G, tous les articles écrits dans la presse quotidienne, magazine sur la 5G, au moment où le débat avait lieu. C'était un débat tronqué par le fait qu'on était en fin de confinement, il n'y avait pas de réunion publique, mais il y avait des articles dans la presse. On a collectionné 350 à peu près articles. Sur les 350, il n'y en a que 2 écrits par des ingénieurs. D'accord? Ça veut dire que les ingénieurs sont absents du débat public complètement. Peut-être parce qu'ils se sentent incompétents, peut-être parce que au contraire, ils sont compétents et les gens compétents, en général, sont modérés. Et étant modérés, ils s'engagent modérément. Donc je ne dis pas que les ingénieurs ne s'expriment pas. Ils s'expriment dans leurs entreprises, écrivent des notes, produisent toutes sortes de publications, de rapports, etc. Mais ils ne participent pas au débat public. Ce
qui veut dire qu'on observe dans le débat public une décorrélation entre la militance et la compétence. Et ça, c'est un phénomène que moi, je le vois comme vous, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Si vous demandez à vos amis, par exemple, antinucléaires, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi on met de l'uranium et pas du tungstène? Dans beaucoup de cas, ils ne sauront pas répondre. Mais ils sont contre le nucléaire. Posez la même question à vos amis qui sont pro-nucléaires. Pourquoi on met de l'uranium dans les centrales? Pourquoi l'uranium en particulier et pas autre chose? Ils ne sauront pas vous répondre. D'accord? Donc ça, c'est un phénomène qui est massif et en même temps incompréhensible. C'est que le fait d'avoir un avis tranché sur une question dédouane de l'obligation de s'instruire à propos de quoi on a un avis. Autrement dit, le fait d'avoir un avis est le contraire de se forger un avis, qui demande du travail, qui demande une enquête, d'interpeller les spécialistes, et on est ensuite capable d'argumenter pour dire pourquoi on a cet avis plutôt qu'un autre. Ben non, on voit bien que le fait d'être contre, ça suffit comme argument. Et en somme, ça a été étudié par les sociologues. L'avis qu'on a ou le jugement qu'on porte sur une technologie ne dépend pas du tout de la connaissance objective et matérielle de ce qu'est cette technologie, mais de ce que Gilbert Simondon, un philosophe des techniques, appelait leur halo symbolique. C'est le halo symbolique des technologies qui détermine le jugement qu'on a sur elles. Donc c'est le type de récit dans lesquels ces technologies sont insérées. Alors, je me souviens, pendant le débat sur la 5G, le maire d'une grande ville avait dit, je ne sais pas comment l'idée lui est venue d'ailleurs, avec la 5G, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur. Je ne sais pas s'il trouvait ça, considérait que c'était un progrès, mais il a écrit ça. D'accord ? Un autre va dire, avec la 5G, on peut opérer des malades à distance. Et le citoyen, il entend ça, et il va pondérer avec sa subjectivité les différents halos symboliques, les différents récits qu'il a entendus. Mais ça ne lui dira pas ce qu'est la 5G. C'est quoi la 5G par rapport à la 4G? C'est quoi la 3G? C'est quoi le G là? Mais personne n'en sait rien. D'accord? Et moi je pense que là on est dans une situation critique. Vous avez peut-être lu le dernier livre d'Harari qui s'appelle Nexus. Il dit une chose, oui, il dit beaucoup de choses. Moi j'ai pas du tout aimé ses premiers livres, hein, mais celui-là, où il parle beaucoup de l'IA et pour lequel il a sollicité toute une équipe de rédacteurs qui sont plus informés que lui, il me semble qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui sont dites. Par exemple, il dit, si vous voulez faire une bombe atomique ou autre, hein, sans tenir compte des lois physiques, il y a de grandes chances que votre bombe n'explose pas. Par contre, si vous fabriquez une idéologie qui contredit complètement les faits, qui n'a rien à voir avec la réalité, elle peut exploser, elle peut fonctionner, elle peut se répandre. Et moi, je pense qu'on en est un peu là. On l'a bien vu pendant le Covid. On l'a bien... Enfin, moi, ça a été un traumatisme, si je peux dire un mot là-dessus. Le traumatisme est né une première fois parce qu'il y a eu des ondes de choc successives. Je me souviens du 4 avril 2020, donc on était au tout début de l'épidémie. À l'époque, on savait que 90% des malades guérissaient sans traitement. Et on a demandé aux lecteurs du Parisien si tel médicament promu par tel monsieur habitant Marseille était efficace contre le Covid. On ne leur a pas demandé, est-ce que vous pensez que c'est efficace contre le Covid, hein? On leur a demandé, est-ce que c'est efficace contre le Covid? Déjà, la formulation de la question m'a scotché. À l'époque, je voulais dire, on savait que la plupart des malades guérissaient sans traitement. 90%. Donc, je vous laisse faire le calcul du nombre de malades qu'il faut avoir à disposition pour faire des mesures, placebo, double aveugle, randomisé, pour montrer que grâce à un médicament donné, on passe de 98%
à 99%. Je vous laisse calculer le volume de la cohorte. Quand vous avez fait le calcul, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, personne ne connaissait la réponse. Réponse des lecteurs, 59% oui. 21% non. 20% seulement disent la seule réponse possible qui est « je ne sais pas ». D'accord ? Vous voyez la promptitude qui est la nôtre à nous déclarer compétents quand on n'est pas compétent est hallucinante. Et sur toutes les enquêtes qu'on fait, le « je ne sais pas », il y a eu la même chose en 2010 sur le débat sur les nanotechnologies qu'on avait suivi. C'était marrant parce que les gens répondaient aux questions, oui, non. Puis à la fin, on leur demandait, est-ce que vous savez ce que sont les nanotechnologies ? 95% non. Non mais, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est quelque chose de... Je ne suis pas en train de vous dire que... D'ailleurs, dans le titre que j'ai proposé, c'est le mot république qui est cité. La science, elle n'est pas démocratique. Elle n'a pas vocation à l'être. D'ailleurs, les philosophes des Lumières eux-mêmes le disent. David Hume, philosophe des Lumières anglais, il dit, même si le peuple est souverain, sauf dans un cas, la vérité. Et il donne un exemple. Il dit, si le peuple souverain décide que la Terre est immobile et que le Soleil tourne autour, ça n'empêchera pas la Terre de continuer à tourner autour du Soleil. Donc ce qu'il y a, c'est que la souveraineté du peuple a une limite qui est la vérité. Donc la science n'est pas démocratique. Si en 1905 on avait demandé au peuple, ou même aux physiciens simplement, de voter pour ou contre la théorie de la relativité d'Einstein, ils votaient contre. En revanche, la science, elle est républicaine. Elle est affaire publique. C'est-à-dire qu'un message scientifique doit pouvoir circuler sans rencontrer d'obstacles philosophiques, idéologiques, religieux ou autres qui empêcheraient sa divulgation. C'est en ce sens-là qu'elle est une affaire publique, elle est républicaine dans ce sens-là. Mais comme je l'ai dit, la science, c'est pas du tout facile à partager, d'autant plus que aujourd'hui, ça avait été prédit par Simone Veil, la philosophe. Pendant la guerre, juste avant qu'elle meure, elle a écrit un petit texte qui s'appelle Plaidoyer pour une civilisation nouvelle, dans lequel elle dit exactement ce qui se passe aujourd'hui, à savoir qu'il y a une concaténation entre l'idée de liberté et l'idée de vérité. Voilà. C'est-à-dire que comme toutes les thèses contradictoires existent dans le monde numérique, nous, on a les connaissances, les croyances, les avis, les commentaires, les fake news circulent dans les mêmes canaux, et leurs statuts respectifs, qui sont très différents, se contaminent. Si par exemple, j'émets une connaissance, je partage, comme on dit, une connaissance, vous pourriez me dire que cette connaissance, en fait, c'est la croyance d'une communauté particulière qui est celle à laquelle j'appartiens. Et puis inversement, une croyance pourrait être présentée comme une véritable connaissance qui est injustement méprisée par les sachants. Donc la distinction entre croyance et connaissance s'étiole. Et tout le monde est perdu parce que toutes les thèses coexistent. Votre cerveau, il est incapable de faire le travail de scepticisme cognitif qu'on pourrait lui réclamer. Et donc il va déclarer vrai les informations dont il a envie qu'elles soient vraies. Voilà. Et donc on déclare vrai ce qu'on aimerait qu'il soit vrai. Et ça on le voit partout. D'accord ? Donc chacun est libre de définir ce qu'il appelle sa vérité. Un petit mot sur le platisme, parce que c'est quand même préoccupant. La Fondation Georges Jaurès et puis l'IFOP ont publié des sondages en 2023 montrant que 17% des jeunes de 11 à 24 ans pensent non pas que la Terre est plate, mais qu'elle pourrait être plate. Donc l'affaire n'est pas tranchée, si j'ose dire. Non mais, oui,
Alors moi, je me souviens, j'étais arrivé à Centrale pour donner un cours un peu en avance. Et il y avait des étudiants qui étaient là, qui discutaient entre eux de ce sondage. Et je les ai écoutés de loin et je me suis rendu compte qu'ils se moquaient. Ils se moquaient de leurs compatriotes jeunes qui pensent que la Terre est plate. Ils s'en moquaient. Je suis allé les voir et je leur ai dit, c'est bien, mais qui parmi vous est capable de me dire comment on a su que la Terre est ronde? Voilà. Silence. Il y en a un qui m'a dit, bah, c'est Galilée. Donc on a des jeunes qui savent que la Terre est ronde, mais qui pensent que c'est Galilée qui l'a démontré. Que Magellan est parti faire le tour du monde sur une Terre plate. Okay. Et donc, le fait qu'on ait une mauvaise connaissance de nos connaissances nous empêche de les défendre. Si moi je vous sors les 1001 arguments qu'on trouve sur les sites platistes, qu'on trouve sur Internet, il y en a des centaines, ils sont tous faux. Mais personne n'est capable de les réfuter tous. On vous dit, ben, il y en a un qui est vrai, forcément. Si je ne suis pas capable de les réfuter, c'est qu'il y en a un qui est vrai. Et ça me semble être un truc énorme, parce que même ceux qui savent que la Terre est ronde pensent que l'humanité, pendant très longtemps, a pensé qu'elle était plate, et tout d'un coup, révélation, elle est ronde. Mais ça, c'est faux. C'est complètement faux. On n'a pas de texte platiste dans l'Antiquité. Ça n'existe pas. Les Grecs savaient très bien que la Terre est ronde, lisaient Aristote, même avant Aristote. Les textes chinois les plus anciens qu'on ait, quand ils parlent de la forme de la Terre, disent qu'elle est ronde. Pareil chez les Indiens. Il n'y a pas de texte platiste. Bon, avant l'invention de l'écriture, je ne me prononce pas. Mais depuis que les textes parlent de la forme de la Terre, elle est ronde. D'accord? Et ça, c'est quand même hallucinant de voir que le platisme est une invention récente. Que c'est Internet qui l'a inventé. C'est le numérique qui a permis la propagation des thèses platistes. À l'Académie, si ça vous intéresse, si vous allez sur le site de l'Académie des technologies, on vient de sortir un rapport qui s'appelle Technologie et désinformation. Et on a auditionné des experts pendant un an. Il faut voir que pour un académicien des technologies, qui en général défend la technologie, mais regardez la moyenne d'âge de l'Académie des technologies, je suis un des benjamins. Donc, dire du mal de la technologie, c'est difficile. Mais la vérité, c'est que des algorithmes promeuvent le faux. Pourquoi? Parce que le faux bénéficie d'une puissance que n'a pas le vrai. Le faux est plus séduisant que le vrai. Lisez les livres de Gerald Bronner là-dessus. Les fausses informations sont 10 fois plus partagées que les vraies. Le faux nous réjouit, le vrai nous déçoit. Ne nous intéresse pas, il est compliqué. Le faux. On va vous expliquer que c'est TikTok qui est responsable du platisme des jeunes. Sur TikTok, moi je ne regarde pas TikTok, mais il paraît qu'il y a des petites vidéos de 20 secondes très efficaces. Et un jeune qui est un peu perdu va être séduit par ces thèses simples. Et on pourrait se demander pourquoi c'est la forme de la Terre qui est le laboratoire d'installation des fausses informations plutôt que des résultats scientifiques qui, eux, sont plus difficiles à prouver. Par exemple, le boson de Higgs, quand il a été annoncé comme découvert en 2012, on n'a pas vu en librairie sortir de bouquins intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Comme on a vu des bouquins intitulés « Ma vérité sur le climat » d'un certain Claude Allègre. Autrement dit, le boson de Higgs, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et si vous dites qu'il existe, c'est parce que vous avez confiance dans le fait que ceux qui l'ont annoncé sont des gens qu'on doit prendre au sérieux, qui ont bien fait leur travail. Donc c'est la confiance qui vous fait répéter que le boson de Higgs existe. Et vous n'êtes pas capable d'expliciter la preuve. Moi, je m'attendais à ce que ces découvertes-là provoquent du scepticisme. Pas du tout. Pas du tout. Le mieux, c'est d'attaquer la forme de la Terre, parce que si la forme de la Terre est discutable, alors tout le reste est discutable. Et vous êtes dans un complot généralisé, etc. Bon, ce qu'on nous a dit aussi, vous le répétez pas, c'est qu'en fait, c'est le TikTok de chez nous qui est contaminé par les thèses platistes, mais pas le TikTok chinois. Le TikTok chinois, il apprend des choses aux Chinois, à compter, à raisonner, etc.
La Terre est ronde, c'est expliqué sur le TikTok chinois. Notre TikTok à nous, c'est la Terre est plate. L'idée, c'est quand même c'est la guerre cognitive de décérébrer les jeunes esprits chez nous. Ce n'est pas des questions neutres, mais c'est pas des petits sujets. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire encore, hein, mais... Voilà. Moi, je pense... Mais non, mais si le progrès fait rage, tes cheveux pourraient repousser. Non, je dirais... Moi, je pense que, comme les ingénieurs sont des gens en général modérés, je pense qu'il faut que les gens modérés aujourd'hui s'engagent sans modération. Voilà. Sinon, le discours public va être complètement envahi par des slogans et l'argumentation va disparaître. Je peux juste terminer par une chose qui s'est passée à l'Académie des technologies. Je voulais dire, on travaille sur des sujets pour lesquels on est saisi, ou dont on se saisit nous-mêmes. On auditionne des experts pendant des mois et des mois, on rédige un rapport, ensuite on rédige des avis, des recommandations qui sont soumises au vote en Assemblée générale, c'est très long. Parfois on revient plusieurs fois pour discuter du même texte, c'est un énorme travail. Et une fois qu'on a terminé ce travail, on met le rapport sur Internet, on fait un cocktail entre nous, et on se dit, tiens, on a vachement bien travaillé. Sauf que personne ne lit le rapport, et les recommandations sont complètement ignorées, et en tout cas pas prises en compte dans la décision politique. Donc on a un nouveau président là, qui est arrivé, qui a fait un discours, et il nous a un peu engueulé en nous disant, la valeur d'une valeur dépend du prix qu'on est prêt à payer pour la défendre. Donc si vous ne défendez pas les avis qui, pour vous, sont des avis positifs, à suivre, je considère que ces avis n'ont pas pour vous de valeur. Donc vous devez aller au feu, vous devez aller vous battre. Ah ben non, on va prendre des cours, on va nous poser des questions sur des sujets dont on n'est pas compétent, etc. Et ça alimente la discrétion des ingénieurs. Donc si vous avez des thèses, des avis à défendre, il faut aller les défendre là où on prend des coups. C'est évident que vous prendrez des coups. Voilà. Et sinon, c'est d'autres types d'argumentation, d'autres types de connaissances ou de non-connaissances qui vont prendre le pouvoir. Et tous les sondages, toutes les enquêtes montrent que ce régime des croyances est proliférant. C'est-à-dire qu'on va vers un système où, à mon avis, si la vérité n'est pas considérée comme une valeur, alors on ne peut pas fonder une république, on ne peut pas fonder un lien social. On n'a pas à être d'accord tous ensemble sur ce qu'est la vérité, mais on doit être d'accord sur l'idée que la vérité a de la valeur. Si la vérité n'a pas de valeur, alors je pense que si chacun peut fabriquer sa vérité sur n'importe quel sujet, alors l'idée de république à la française est condamnée. Juste un mot, il y a un autre livre que je vous recommande, qui a été écrit par un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui est mort il y a quelque temps, qui a 3 ans je crois. Il a écrit un bouquin en 2008 qui est traduit en français sous le titre Véracité et vérité. Et ce livre dit tout. Il dit en gros que nos sociétés postmodernes sont traversées par 2 courants de pensée contradictoires l'un avec l'autre, qui étant contradictoires devraient se combattre, mais, montre-t-il, par un mécanisme pervers, ces 2 courants contradictoires l'un avec l'autre, en fait, se renforcent. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est le désir de véracité. Nous sommes éduqués, nous sommes formés, informés, et quand on entend un discours officiel, on n'a pas envie d'être dupé. On ne peut pas être trompé par les élites. Et donc on mène des enquêtes, on essaie de savoir si ce qui est dit là est vrai ou non. Et c'est parfaitement sain. C'est louable en démocratie et surtout dans les pays non démocratiques. Le souci de ne pas être dupe. Même si dans les tendances radicales, ce souci débouche sur les théories du complot. Mais bon, voilà. Le but de ce désir de véracité, dit Williams, ça devrait être l'identification de la vérité.
L'enquête devrait permettre d'aboutir à la connaissance de ce qui est vrai. Mais c'est là qu'il est génial, il montre que c'est l'inverse. Que le désir de véracité produit ce qu'il appelle un déni de vérité. Pourquoi? Parce que le désir de véracité va déclencher dans la société tout entière un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. D'accord? Et si je vous présente une vérité, vous allez me dire, mais est-ce que cette vérité n'est pas éphémère, culturelle, relative, instrumentalisée, factice, etc. Et on est là. Le désir de véracité affaiblit l'idée même de vérité. Et c'est ça qui produit le relativisme dans lequel on est. Chacun estime que, ben voilà, il a une opinion à défendre et il peut la défendre. Je l'ai donné un cours une fois sur la relativité d'Einstein, dilatation des durées, etc. Et un élève me dit, il ne me dit pas à moi, il dit devant tout le monde, quoi. C'est ça qui est fou. Il dit, la dilatation des durées, j'y crois pas. Je donne la parole en pensant qu'il allait me sortir des arguments à la Poincaré, etc., des arguments scientifiques. Il me dit, non, la dilatation des durées, je ne la sens pas. Ça ne me parle pas. Mais c'est quoi ça? Vous voyez la dose de narcissisme qu'il faut pour considérer que sa subjectivité personnelle peut contester ce qu'un siècle d'objectivation a permis de valider. Voilà. Donc moi, je suis là pour vous dire, alors tu me demandes un message optimiste. Bon, je te citerai la définition de l'optimisme par Jean d'Ormesson. Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Moi, je l'ai fait avec un crayon, voilà, et une gomme.